C'est une figure qui s'est taillée une part de choix dans nos pires cauchemars. Les zombies, un fantasme gore, d'abord inventé par le cinéma, auquel correspond pourtant une réalité historique bien différente de celle du mythe. C'est ce que nous apprend une exposition en ce moment au musée du Quai Branly à Paris, qui remonte à la source de la culture vaudou en Haïti. On en parle avec Philippe Charlier, commissaire de l'exposition Zombie. La mort n'est pas une fin, à découvrir donc jusqu'à mi-février prochain au musée du Quai Branly. Bonsoir à vous. Bonsoir Nina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec cette exposition, vous nous apprenez que les zombies existent bel et bien en Haïti. Vous intitulez cette exposition, je l'ai dit, Zombie, la mort n'est pas une fin, point d'interrogation. Alors est-ce qu'on aura la réponse au terme de l'exposition? Alors le point d'interrogation est très important parce qu'évidemment on laisse toute la sagacité aux visiteurs de l'exposition de faire son propre choix parmi ces différentes cartes. Zombie est vraiment un mot valise. À travers ce mot-là, il y a énormément de sens anthropologiques différents et cette exposition vise à partir directement sur le territoire d'Haïti, là d'où viennent tous les zombies, y compris les zombies de pacotille, ceux de Hollywood. À l'origine, le zombie est un individu qui fait le mal dans cette culture, quelqu'un qui est soit un violeur, soit un captateur d'héritage. Il a vendu une terre qui ne lui appartient pas. Il va être jugé par une société secrète en marge de la religion vaudou. Et s'il persiste et signe, eh bien, il va être condamné à une peine pire que la mort. Et cette peine, c'est d'être zombifié. Donc, empoisonné, mis en état de mort apparente, enterré vivant, puis ressorti de terre. Et ensuite, il va vivre dans un état de hébétude, sous camisole chimique, pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans à peu près. C'est ça la réalité anthropologique réelle des zombies en Haïti. Et combien sont-ils actuellement? Alors, actuellement, il y a 55 000 zombies au total, sur une population de 10-13 millions à peu près, sachant que sur ce zombie qui est celui qui a été jugé, il faut rajouter 3 autres types qui sont un petit peu plus rares. Le zombie criminel, c'est la belle-mère qui va faire empoisonner son gendre, ou c'est le mari qui va empoisonner son épouse pour partir avec sa maîtresse. Ça, j'en ai rencontré. Ce que je viens de vous raconter, c'est 2 cas avec qui j'ai pu interagir. Le zombie psychiatrique, quelqu'un qui est persuadé d'être mort. En France, on appelle ça le syndrome de Cotard. Mais dans ce contexte haïtien, ça s'appelle un zombie, il se considère comme zombie. Et le dernier, c'est une usurpation d'identité, le zombie social. Un homme est seul parce qu'il a perdu toute sa famille dans un tremblement de terre. La famille se retrouve toute seule parce qu'il lui manque un homme. Et donc, il va y avoir une fausse reconnaissance entre les deux. Et comme il fait pas tout à fait la même taille, qu'il a des tatouages qu'on lui connaît pas, qu'il n'a pas la même voix, on va dire, c'est normal. Il a changé d'aspect parce qu'il est passé sous terre. Entre-temps, il a été zombifié. Donc, c'est ces 4 types au total qui représentent 50-55 000 individus à peu près sur le territoire haïtien. Actuellement. C'est-à-dire que vous rencontrez des zombies en Haïti actuellement et ils se présentent comme tels. Alors ils se présentent, ou du moins ils nous sont présentés comme tels. On peut les croiser à l'hôpital psychiatrique, on peut les croiser à la Croix-Rouge, on peut les croiser dans la rue, avec un processus de réhabilitation au fur et à mesure. Et tous les objets qu'on voit derrière vous en ce moment ou à l'écran sont des objets qui témoignent de la vivacité de ces pratiques, mais aussi de l'origine. C'est quelque chose qui trouve son origine en Afrique subsaharienne, également dans les plaies jamais cicatrisées de l'esclavage transatlantique, et puis aussi dans les religions de l'Amazonie et de la Caraïbe, les religions autochtones qui étaient présentes sur les îles, et notamment en Haïti. Et c'est par eux que se sont transmis, paraît-il, les secrets qui ont permis de pratiquer, les poisons notamment, qui ont permis de pratiquer cet esclavage moderne qu'est la zombification. Mais aujourd'hui, un zombie en Haïti, cela correspond à quelle réalité sociale? Ce sont des individus qui sont en mort sociale. Littéralement, c'est une mort sociale. Ils sont vivants, ils n'ont jamais été morts, ce n'est pas des morts vivants de Walking Dead ou autres, ce sont plutôt des faux morts. Et ce sont des individus qui sont en marge de la société, soit parce qu'ils se sont mis eux-mêmes en marge, soit parce qu'une partie de la société a décidé de les mettre loin parce qu'ils étaient dangereux ou parce qu'ils avaient fait le mal. Donc vous allez les croiser, oui, sur le bord de la voie ou dans une rizière ou dans un champ de canne à sucre en train de travailler, mais généralement loin des communautés qu'on pourrait appeler des forces vives. Mais au niveau du langage, le terme zombie est utilisé. Comment on en est arrivé à ce terme-là? Alors à nouveau, c'est aussi un terme valise. Là-bas, quand on fait un chèque en bois, on parle de chèque zombie. Donc le mot zombie est vraiment rattaché à la vacuité ou à la mort. Le Nzambi, à l'origine, est un mot qu'on retrouve à la frontière entre le Gabon et la République démocratique du Congo, donc Afrique subsaharienne, qui signifie le fantôme d'un enfant mort ou une divinité éthérée ou un fantôme en général. Donc ça a changé complètement de sens en traversant l'Atlantique sur les épaules des esclaves, ce qui était initialement
un esprit sans corps est devenu un corps sans esprit. Et c'est ça maintenant le sens du zombie. C'est un individu qui a perdu tout sens critique, qui est un être vivant mais en état de hébétude. C'est littéralement une coquille vide, un corps sans âme. Mais est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des zombies hors d'Haïti? Non. Alors, il y en a 2 qui ont été décrits, un au Cameroun et un en Afrique du Sud, mais au sein de la diaspora haïtienne. Donc, c'est vraiment un processus, la zombification, qui est spécifique de Haïti et mené notamment par la société secrète dont on voit les images derrière nous, les fétiches Bizango. C'est cette société secrète, c'est-à-dire cette spécialisation de la culture vaudou en marge de la religion qui a en charge le fait de juger les gens qui font le mal, et notamment les violeurs ou les captateurs d'héritage. Mais c'est un mot qui a une résonance péjorative en Haïti ou c'est une simple représentation? C'est une On a représentation. du mal à comprendre Oui, du en point fait, de vue français. c'est une réalité anthropologique. Ce sont des gens qui sont vraiment en marge, qui sont en périphérie de la société. Quand vous traitez quelqu'un de zombie, c'est pas forcément très laudatif, c'est certain. Mais contrairement aux zombies de la pop culture, si vous faites mordre là-bas par un zombie, vous allez juste vous laver avec de l'eau et du savon et ça va s'arrêter là. Mais vous n'allez pas, il y a pas de... On imagine bien. Il vaut mieux, mais il n'y a pas de transmission de ce type de choses. Ça, c'est plus, vous voyez, le fantasme d'une mort contagieuse. Et ça, c'est vraiment le zombie moderne, celui qui n'apparaît que dans les années 60-70 avec la pop culture. On y reviendra. Pourquoi vous avez décidé de faire cette exposition? Alors, d'abord, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. C'est un sujet qui est celui des morts qui ne se tiennent pas tranquilles. J'ai travaillé déjà sur les fantômes d'Occident et des mondes extra-occidental, sur le vampire également. J'ai édité un traité de vampirologie du XVIIIe siècle. Et ça m'intéresse vraiment, avec ma casquette de médecin légiste d'un côté, et également d'archéologue et d'anthropologue, et bien d'essayer de tirer le vrai du faux de ces figures fantasmées de la mort. Et une des raisons principales pour lesquelles on l'a fait au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, c'est parce que c'est le musée où dialoguent les cultures. Et dans cet endroit extrêmement pertinent, eh bien, on peut présenter à la fois des objets, mais les remettre en contexte. Ça dit beaucoup des formes modernes de l'esclavage, et notamment le zombie haïtien, actuellement, est un esclave des temps modernes. Et ceux qui le font le savent très bien. Ceux qui étaient esclavagisés dès 1504 pour la traite transatlantique étaient des innocents. Dorénavant, les descendants de ces esclaves libérés qui ont forgé Haïti, eh bien, reconstituent maintenant une nouvelle forme d'esclavage, mais pour ceux qui font le mal. Donc il y a une vraie histoire à tisser, et c'est aussi l'occasion, honnêtement, de découvrir la richesse de la culture caribéenne, et notamment haïtienne, parce qu'on ne va pas cantonner Haïti aux zombies ou aux poupées vaudou, loin de là, mais c'est l'occasion de découvrir toute la richesse de la culture vaudou, qui là est une culture de lumière. Mais justement, pourquoi le vaudou haïtien est-il si important pour notre sujet? D'abord, peut-être faut-il définir ce qu'est le vaudou. Alors le vaudou, à l'origine, le vaudou est un mot qui vient d'Afrique. C'est une religion, pas une sorcellerie, une religion, bien entendu, qui prône un équilibre entre l'homme, la nature et les dieux. Avec l'esclavage, énormément de religions de l'Afrique subsaharienne ont traversé sur les épaules des esclaves l'Atlantique. Et ça a donné ce qu'on appelle un syncrétisme de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire un mélange entre ces nombreuses religions de l'Afrique subsaharienne, dont le vaudou béninois actuel, et puis le catholicisme romain, qu'on inculquait de force pendant les 3 mois que durait la traite négrière, plus les cicatrices de l'esclavage, plus les religions locales, que les esclaves qui se révoltaient contre les colons, eh bien, ce qu'on appelait les esclaves marrons, eh bien, ils étaient recueillis par les communautés autochtones, et il y avait des transmissions de secrets, également des transmissions religieuses. Et c'est ce qu'on appelle les religions syncrétiques. Le vaudou haïtien est un syncrétisme, un mélange de ces 4 racines différentes. Dans les Antilles françaises, c'est le quimbois. À Cuba, c'est la santeria. Au Brésil, c'est le candomblé ou la macumba. Voilà, ce sont toutes ces religions syncrétiques qui sont un mélange et qui témoignent de cette transmission d'informations, de savoir, qui a été uniquement fait par la voix humaine et par les souvenirs humains. Et c'est vraiment d'une grande richesse. Il y a un panthéon vaudou. Il y a un panthéon. De quoi est-il constitué? Une quantité immense de divinités qui varient selon les cultes, qui varient selon les lieux, mais vous avez Papa Legba, avec lequel on ouvre toute cérémonie, qui est le dieu messager, c'est l'équivalent de Hermès dans notre culture occidentale. Vous avez Mamiwata, divinité des eaux. Vous avez 2 formes féminines, Erzuli Dentor et Erzuli Freda, selon qu'on est plutôt proche de Aphrodite pour certains ou de Héra pour d'autres. Là, une femme aguicheuse, si je peux dire, ou une femme mère au foyer, entre guillemets.
Vraiment, je caricature. Et puis, vous avez surtout 2 divinités principales pour ce qui nous concerne. C'est Baron Samedi, divinité des morts, et Grande Brigitte, son épouse, et leurs enfants qu'on appelle les Guédés. Donc vraiment un panthéon bien établi. Et c'est autour d'eux que circulent les adeptes pour essayer d'influencer un tout petit peu le cours de la vie. Alors, il y a un temps fort dans l'exposition, c'est cette armée des ombres qui est présentée dans une salle très, très sombre et très impressionnante. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? On la voit derrière vous, mais ça ne donne pas, je trouve, ça ne renvoie pas la sensation qu'on a quand on est à l'intérieur de cette salle qui est bien plus sombre, au sein de laquelle on ne discerne pas forcément les visages ni ce qui se joue. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que cette armée des ombres, sachant que quand on est à côté de ces ombres, on se sent vraiment tout petit. C'est grandeur nature. Elle vous a marqué. Elle m'a vraiment marqué. Oui. Elle fait peur aussi. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, elle est là justement pour impressionner, non pas tant le visiteur, mais surtout l'adepte, le vaudouisant, lorsqu'il est présenté 7 fois de suite devant la société secrète Bizango pour être jugé. Il faut imaginer que là, devant ce trône que vous voyez, avec ces petites bougies au sol, agenouillé, il y a l'individu qui a les mains attachées derrière le dos. Devant lui, il y a une table avec assis entre 5 et 9 juges de la société secrète. Et puis derrière, il y a cet amoncellement de statues qui sont à taille réelle et qui contiennent à l'intérieur un crâne, parfois des ossements, parfois une croix de cimetière, parfois de la terre ou des objets personnels. Des vrais crânes, je pense. Des vrais crânes, exactement. Et ce sont les anciens adeptes de la société secrète Bizango qui vont juger avec la même importance et la même vivacité, si je peux dire, que les adeptes vivants qui sont au premier rang. Les vivants et les morts, dans une sorte de longue chaîne, vont participer à ce jugement. Et ces objets-là sont un prêt exceptionnel du Bureau national d'ethnologie de Port-au-Prince. Ce sont des objets qui viennent d'Haïti et qui, en plus, dans les circonstances actuelles que connaît Haïti, sont préservés temporairement pour éviter d'être abîmés tout simplement et de subir les affres d'une destruction par les gangs. Évidemment, juste après, ils reviendront en Haïti dès que la situation s'apaisera. Donc ça, ce sont des objets qui sont sacrés, des objets qui n'ont pas été désacralisés, des objets qui sont chargés, ils ont encore leur charge magique à l'intérieur. Et évidemment, le but, non pas tant pour nous, mais surtout pour l'initié qui est devant, c'est de l'impressionner. Comme si vous étiez dans une cour d'assises, face au juge, face au jury, face à la justice qui est juste au-dessus avec les yeux bandés, et le glaive et la balance. C'est exactement la même scène pour un vaudouisant, pour un adepte du vaudou, qui se déroule devant lui quand il est face à cette armée des ombres. Et pourquoi ça fait si peur ? Ça fait peur parce que les figures sont peut-être un tout petit peu effrayantes. Oui, on note un tout petit peu des crânes, on voit cette couleur noire et rouge. Il faut imaginer que ça se déroule dans l'obscurité, dans un champ de canne à sucre, dans une forêt sacrée, dans une rizière, loin de tout, entre 2 et 4 heures du matin à peu près. Donc l'environnement lui-même est un peu pesant, pour le moins. Et l'idée, évidemment, c'est de faire entendre raison à celui qui est là, de lui dire « tu avoues tes crimes » ou « tu reprends le bon chemin, le bon droit, tu essaies de te faire pardonner de tout le mal que tu as commis ». Parce que sur 10 personnes qui sont présentées devant l'armée des ombres, 9 vont finir par repartir libres. Et 1 sur 10 finira par être zombifié. Et vous me racontiez hors antenne des scènes qui se produisaient à l'intérieur de l'exposition. Oui, certains visiteurs sont en effet impressionnés parce que c'est un endroit qui est impressionnant. Certains, et notamment des adeptes vaudouisants, ressentent un petit quelque chose, tout à fait, quand ils sont face à cette armée. Parce que ce ne sont pas des objets anodins, tout simplement. Ce sont des objets, en plus, qui viennent vraiment du territoire haïtien et qui sont encore actifs. Vous-même, vous avez été initié, je crois, au vaudou. C'était au Bénin. Au Bénin, exactement, oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Je retiens de cette expérience d'abord une meilleure compréhension des objets sacrés, qu'il s'agisse des objets sacrés du Bénin, du vaudou béninois, donc d'Afrique, ou de ceux de outre-Atlantique, mais surtout l'idée que le monde est peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que nos yeux ne peuvent voir et nos sens ne peuvent percevoir. Vous voyez, quand je vois les objets comme ceux qui sont derrière nous, avec des masques par exemple, avec des objets cloutés, ou encore d'autres objets magiques, des cadenas, il y a une part matérielle, bien entendu, mais il y a aussi une part immatérielle et spirituelle dans ces objets, dont j'avais peut-être un tout petit peu moins conscience avant mon initiation. Ça date maintenant d'il y a plus de 15 ans. Mais qu'est-ce que ça signifie être initié au vaudou ? Être initié au vaudou, ça signifie subir un rituel initiatique avec des épreuves, bien évidemment. Lesquelles ? Et puis,
Alors, je ne peux pas tout vous raconter, parce que comme tout rituel initiatique, mais voilà, on vous ouvre des portes, on vous ouvre le regard, on vous apprend également à voir le monde d'une façon un tout petit peu différente, on vous explique quelques secrets du monde, entre guillemets. Il n'y a pas d'obligation particulière, mais il y a une façon de voir et de percevoir qui est un tout petit peu différente. Mais ça dure longtemps, vous savez, ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Donc c'est un vrai processus qui s'installe dans le temps, et puis vous êtes confié à une divinité, mais parfois une autre divinité peut vous prendre parce qu'elle considère que vous seriez mieux avec elle. Et alors, ça a été votre cas? Ça a été mon cas, exactement. Oui, en passant d'une divinité à une autre divinité, mais c'est un parcours assez intéressant. C'est quelque chose qui vous a profondément changé? Ça m'a changé, mais je reste absolument cartésien et pragmatique et scientifique. Voilà, je dirige un laboratoire de recherche à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais on va dire que j'ai cette petite valence, ce petit pas de côté qui est toujours agréable, surtout quand on travaille en anthropologie médicale et quand on travaille sur l'anthropologie de la mort. Honnêtement, c'est utile. L'anthropologie de la mort, c'est un domaine qui est très peu connu. L'anthropologie de la mort est même ce qu'on peut appeler l'anthropologie de l'invisible. Quand on travaille sur les mauvais morts, les morts qui ne se tiennent pas tranquilles, zombies, fantômes, vampires, et puis peut-être d'autres créatures encore, je trouve qu'avoir une triple spécialité peut être assez intéressant, parce qu'on navigue sans arrêt entre les sciences fondamentales et les sciences humaines. En fait, une seule discipline scientifique, je pense, ne permet pas de cerner la complexité de la mort, bien entendu, et puis aussi de cette perméabilité entre les mondes. Souvenez-vous, le titre de l'exposition, c'est « La mort n'est pas une fin », point d'interrogation. Je crois que dans ce titre-là, le plus important, c'est le point d'interrogation. Mais est-ce que justement, ça n'ouvre pas plus de questions que ça n'apporte de réponses? Ça, c'est le principe même de toute recherche scientifique. On en sait toujours plus, mais pour une question à laquelle on a répondu, on a 10 nouvelles questions. Tant mieux, c'est pour ça qu'on vit. En 2015, vous êtes allé en Haïti, vous avez essayé de prendre en photo des zombies. Oui. Est-ce que vous avez réussi? Non, ça n'a pas marché. Non, je roulais très très lentement en voiture. Il y avait un individu vraiment qui est en guenilles, qui travaillait sur le bas-côté et j'ai pris une centaine de clichés à peu près pour essayer de le prendre en photo. Et puis arrivé au bout de la route avec Jean Richemont, avec qui j'étais en voiture, il m'a demandé: est-ce que tu l'as? On a regardé les photographies ensemble, et cet individu n'était sur aucune des photographies que j'ai réalisées. Et pour Jean Richemont, c'était la preuve absolue que l'individu qu'on avait vu était un zombie, puisque pour lui, dans la croyance en fait, et dans la culture, on ne peut pas prendre un zombie entre guillemets sous l'influence du Bokor, le sorcier qui l'a à sa garde. Et cette photo est présentée d'ailleurs dans l'exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et moi, je ne vois rien sur cette photo, mais moi, avec mon regard de scientifique, j'ai juste loupé une centaine de clichés. Mais on a quand même décidé de présenter cette photographie pour que certains visiteurs puissent également se faire leur opinion. Écoutez, depuis que l'exposition a ouvert, il y a 3 personnes qui ont vu ce zombie, qui attestent en tout cas l'avoir vu sur ce cliché. Qui sait? Et vous me disiez hors antenne qu'il donnait des détails très précis. Hein. Oui, sur les outils, sur la posture qu'il adopte ou autre chose. Voilà, voilà, c'est la frontière entre le pragmatisme du scientifique que je représente et puis certains visiteurs qui sont d'un côté un peu plus mystique que d'autres, on va dire. Que nous disent ces zombies dont vous nous parlez dans l'exposition sur nous-mêmes? Je pense qu'ils nous disent d'abord que la mort sociale, et que sont les zombies pour nous en Occident? Les zombies dans notre monde occidental, et notamment en France, ce sont les individus qui sont en marge de la société. Ce pourraient être les migrants, ce pourraient être les détenus de longue durée. J'étais médecin de prison pendant 3 ans à Nanterre, et il y avait des détenus que personne ne venait voir, qui ne sortaient pas de leurs cellules. Au sens anthropologique, ce sont des zombies. Ils ont été mis en mort sociale, ils sont relégués et ils sont devenus des invisibles, tout simplement. Ce sont les sans domicile fixe ou autre chose. Donc, il y a des figures occidentales de zombies, et cette anthropologie du zombie haïtien pourrait paraître entre guillemets exotique, je déteste ce mot, pourrait paraître lointain. Non, en fait, c'est une réalité avec le même mot qui correspond à autre chose, vraiment à nos portes. Et puis ça nous renseigne aussi sur notre qualification et notre définition de la mort. Qu'est-ce que c'est pour nous que mourir? Il y a la mort réelle et constante, celle du certificat de décès, il y a la mort encéphalique, il y a la mort sociale, il y a des états intermédiaires, le Tugdam, par exemple, qui est décrit dans le bouddhisme tantrique. Voilà, il y a plein de définitions différentes de la mort. Et je trouve que poser ce regard lointain, et notamment s'enrichir de l'autre, nous permet de réfléchir aussi sur ce qui est notre quotidien.
Merci infiniment à vous, Philippe Merci à vous. Charlier. Vous êtes donc commissaire de l'exposition Zombie. La mort n'est pas une fin, point d'interrogation. À voir au musée C'est du gentil. Quai Branly. Et puis j'invite tous nos téléspectateurs aussi à se procurer ce magnifique catalogue. Il est préfacé par Dany Laferrière. Et c'est un ouvrage fondamental. Le premier, vous me disiez, Oui. sur la science des zombies, pourrait-on dire, Sur l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire des zombies, exactement, oui, chez Gallimard. chez Gallimard. C'est un très bel ouvrage. Merci beaucoup à Merci à vous. vous.